Juste avant de commencer, parce que euh, je vois, c'est avec vous qu'on s'était dit qu'il y avait une petite question sur un autre chapitre qu'on n'avait pas terminé. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. aujourd'hui, on devait finir les contrats numériques, le TD, et après, on devait passer sur le chapitre 22, la protection des actifs immatériels dans l'univers numérique. Ok, ça marche. D'accord, alors on va reprendre ça. Excusez-moi, j'étais parti sur mon contrat de travail. On verra où on en est. Alors, je ne pense pas que le contrat numérique, on l'a terminé hier. À mon avis, juste avant le contrat numérique, il y avait donc la protection des actifs et c'est sur ce point-là qu'on devait revoir. Alors, je vais juste ressortir le TD. Hop, TD. On va regarder la suite de ce TD. Oui, on avait fini le TD, l'exercice 2, mais je ne sais pas, vous aviez dit qu'il fallait qu'on finisse la leçon avant de rattaquer. Alors, il y avait peut-être autre chose que vous vouliez voir, mais le TD de l'exo 2, on l'avait fini en disant qu'il pouvait annuler le contrat pour le principe du dol et Alors, que du coup, ça, vous me parlez du contrat numérique. D'accord. Le oui, chapitre sur le contrat numérique qu'on a fait hier. voilà, Celui-là, ça, on l'a fait globalement, on a fait les deux exercices du TD. c'est D'accord. ça. Pas de souci. Mais hier, quand on a terminé ça, vous m'avez dit oui, monsieur, sur le chapitre précédent, on n'avait pas terminé. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Et donc, le chapitre précédent, c'est celui concernant la protection des actifs immatériels dans l'univers numérique. C'est On, ça. on avait notamment parlé de la protection du nom de domaine, etc., etc., Oui, oui, oui. la protection des bases de données. Très bien. Alors, on n'avait pas vu notamment la problématique du comptoir des cotonniers. Ça vous parle à rien. Alors, on va se le remettre on va se le remettre à l'écran déjà dans un premier temps. On va regarder. C'est celui-là. Ah non, c'est celui-là. Non, pas du tout, c'est pas ça. Hop, ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Alors, où est-il? Voilà. Voilà. Alors, euh, qui est-ce qui pourrait me rappeler là rapidement qu'est-ce qui est constitutif de concurrence déloyale? Mais on avait parlé de quatre possibilités, de quatre caractérisations de la concurrence déloyale. On avait parlé notamment des organisations, par exemple, aller recruter des commerciaux dans une autre boîte juste pour la faire un peu crouler. On avait parlé d'imitation aussi. On avait parlé aussi de parasitisme. Vous vous souvenez de tout ça? Et ici, par exemple, sur le cas numéro 13, sur le cas de on va sortir,
Ici, on a qu'est-ce qui s'est exactement passé? On a un site qui s'appelle OVS, onvasortir.com, donc qui globalement se rassembler des personnes qui avaient envie d'avoir une activité en commun. Par exemple, tiens, j'aurais bien envie d'aller visiter tel musée, et puis, mais tout seul, bon, c'est pas super terrible. Donc, je m'inscris sur le site, j'organise cette sortie, et puis d'autres personnes s'inscrivent, et ça me permet de faire des connaissances et de ne pas faire cette activité tout seul. Un autre site qui s'appelle dailyfriends.com a fait le même type d'activité. D'accord. En soi, faire le même type d'activité n'est pas un acte de concurrence déloyale, évidemment, n'est pas non plus un comportement déloyal. Même si je vous rappelle quand même que dès qu'on veut attaquer sur le terrain de la concurrence déloyale, il faut être sur un secteur concurrentiel. Une entreprise euh, qui vend des jeans ne peut pas attaquer un boucher sur le terrain de la concurrence déloyale. D'accord. Elle pourra l'attaquer sur d'autres fondements juridiques, mais en tout cas pas sur le terrain de la concurrence déloyale, parce qu'ils ne sont pas concurrents. Donc, pas possible. Et ici, donc, on va sortir avec un concurrent donc, qui s'appelle dailyfriends.com, qui avait organisé à peu près le même type d'activité, ce qui est en soi pas forcément répréhensible, mais c'est sur leur façon d'amener leurs produits, le site internet, qu'il y a un problème, puisque le site internet s'est inspiré un peu trop du site dont on va sortir, contenant au niveau de la page d'accueil, au niveau du plan, au niveau du contenu, de l'agencement des rubriques, etc. On retrouvait la même armature, la même structure de site que on va sortir, que le site onvasortir.com. Et à partir de là, ça a créé un trouble commercial, comme l'a dit la Cour de cassation, et sur le fondement de la concurrence déloyale, donc du parasitisme, je fais comme vous et je vais profiter de votre notoriété sans rien faire, d'accord. C'est ça le parasitisme. Je vais profiter du boulot déjà que vous avez fait et moi, hop, je fais que de la copie et je profite de vous. C'est là où c'est sur ce fondement qu'on va sortir à saisir le tribunal et a donc obtenu ici gain de cause. D'accord. Ici, on nous demande aussi, en fait, ce qu'a dû prouver d'abord le site On va sortir, c'est que le site dailyfriends.com a profité de la notoriété de On va sortir pour business, finalement, pour accentuer son trafic sur le site internet. À partir de là, on caractérise facilement un acte de parasitisme, puisque toute la recherche n'a pas été faite par le site dailyfriends.com, mais toute la recherche sur ben voilà, quelle est l'ergonomie la plus intéressante pour nos futurs abonnés. Ben, c'est celle-ci, voilà, comment on va structurer notre site internet. Et le site internet étant fortement fréquenté, tant pour son attractivité en tant que site que pour l'attractivité du produit qui était proposé. À partir de là, effectivement, dailyfriends.com a pu profiter de la notoriété sans avoir à faire beaucoup de recherches de leur côté, et donc à profiter de la notoriété du site onvasortir.com. Ici, on nous parle de la problématique de la preuve. D'accord. Alors, pourquoi c'est compliqué de rapporter la preuve? Ici, c'est un peu moins compliqué quand on travaille sur des problématiques Internet. Pourquoi? Parce que Internet laisse des traces. D'accord. Et laisse des traces en termes d'antériorité. C'est-à-dire que si j'arrive à prouver que mon site a été mis en ligne avant le site que j'attaque, d'accord, ça ne sera pas un problème pour moi d'apporter la preuve. Encore faut-il que je démontre que mon concurrent se sert de ma notoriété pour détourner ma clientèle. Pas toujours facile, d'accord. Comment se servir de la notoriété? Surtout qu'ici, à la limite, vous vous servez de la notoriété parce que vous copiez le nom. Enfin, vous ne copiez pas le nom, mais vous copiez peut-être la sonorité. D'accord, je ne sais pas moi.
Alors Coca-Cola et si on avait une marque qui s'appelait Coca-Cola Lumière, par exemple, bon, c'est pas le même nom. Il y a d'un côté Coca-Cola qui se décline aussi en Coca-Cola Light, d'accord? Et moi, j'appelle ma marque Coca-Cola Léger. Bon, il y a quand même le mot Coca-Cola déjà. Et puis, clairement, voilà, c'est trop ressemblant. Et ce que je veux ici, c'est profiter de la notoriété du nom Coca-Cola pour faire mon business. Donc ici, sur un nom, c'est facile à démontrer qu'il y a une proximité des deux noms qui est telle qu'effectivement, ça peut poser un problème et ça peut surtout mettre de la confusion dans la tête du consommateur. Ici, les noms sont complètement différents. On va sortir et dailyfriends.com, deux noms complètement différents. Ce qui est reproché à Dailyfriends, c'est d'avoir copié l'ergonomie, peut-être un peu des couleurs, ou vraiment d'avoir euh, copié le site dans sa façon de faire, dans son contenu, de façon à s'attirer la clientèle et de dire, bah voilà, il est comme l'autre, on ne sait pas, on va sortir, mais nous, on se sert un peu de leur structure de site internet pour semer une sorte de confusion et attirer de la clientèle grâce à la recherche et à l'antériorité qu'a pu ici donner on va sortir.com. Donc on voit que le parasitisme, il peut se manifester par euh, pratiquement la copie d'un comportement. Alors c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est compliqué à démontrer, mais c'est toujours possible. Alors ici, dans le cas suivant, euh, le cas suivant, c'est le cas du comptoir des cotonniers qui commercialise des vêtements haut de gamme dans 400 points de vente et via son site internet, le comptoir des cotonniers.com. Mais il y a un autre site qui s'appelle les comptoirs du coton.fr qui commercialise aussi des pantoufles et des peignoirs. On va ici être plus sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des noms qui sont tellement proches qu'effectivement, on va pouvoir attirer des clients qui pensent s'adresser au comptoir des cotonniers alors qu'ils ne sont pas sur le comptoir des cotonniers, mais sur le comptoir du coton, qui est ici différent du comptoir des cotonniers. Donc, encore une fois, on a un acte de parasitisme, alors pas par l'ergonomie du site ou les couleurs, mais par l'utilisation d'un nom très proche qui va me permettre, voilà, le comptoir des cotonniers a déjà une certaine réputation, c'est une entreprise qui marche bien, d'accord. Moi, je vais me servir de leur notoriété en me rapprochant très près du nom qu'ils avaient trouvé à l'origine, de façon à pouvoir profiter de tout le boulot qu'ils ont fait avant. Je vous rappelle qu'on est à peu près sur le même secteur d'activité, puisque l'un vend des vêtements haut de gamme et l'autre vend des pantoufles et des peignoirs. On peut quand même se dire que, alors même si ce n'est pas forcément les mêmes choses, on reste quand même sur la vente de vêtements de prêt-à-porter et on est sur un secteur qui est concurrentiel. Alors comment le comptoir des cotonniers aurait pu limiter les risques? En déclinant son nom dans toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'effectivement, si demain vous devez déposer une marque, pensez aux dérivés de la marque, aux noms qui pourraient être dérivés de la marque, de façon eux aussi à les protéger et de ne pas ensuite devoir tenter des actions pour action de parasitisme parce que quelqu'un a pris un nom qui est très proche du vôtre. Parce que bien sûr, ça, c'est des actions qui sont coûteuses, qui sont compliquées à démontrer. Et c'est le temps alors qu'on ferait bien, on préférerait s'occuper de ces petites affaires. Quelqu'un a levé la main, je vous écoute, mademoiselle. Oui, je suis désolée de vous interrompre pour ça, mais pour le campus de Nice, on s'était pas du tout arrêté, on s'était arrêté à la protection des personnes dans l'univers numérique, ce qui fait que je suis perdue parce que vous parlez de choses qu'on n'a pas vues. Donc là, vous partez. Ouais, Et donc, en fait, je ne peux pas répondre à vos questions parce que j'ai le cours, j'ai le cours, mais je ne me sens pas. Vous dites on l'a déjà vu, alors que pour moi, non, en fait. ouais.
La problématique, ça, C'est pour Nice, alors peut-être que le campus de Nice, je ne sais pas pour les autres campus parce que j'ai pas de. Mais voilà, pour le mais campus de je Nice, pense que vous voyez, comme il y a eu des cours où vous n'étiez pas là parce qu'on n'avait pas. on n'a pas fait l'activité 22 parce que le cours du 19 a été annulé. Voilà, c'est juste. Enfin, D'accord, ok. Alors, ce que donc là, moi, je suis un peu ouais, perdue. je me J'ai fait le. doute, je me doute. Alors, le cours du 19 a été annulé, non pas de mon fait, hein, je vous rassure. C'est pas moi qui l'ai annulé, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec les emplois du temps. Alors, c'est ce que je vous propose, c'est que d'accord, ouais. Ouais, non, mais je me doute. Et c'était compliqué d'essayer d'arriver avec des campus qui n'étaient pas en même temps, qui n'avaient pas les vacances en même temps. Voilà, on apprend un peu aussi de ce système-là, d'arriver au même point, un peu compliqué. Alors, ce que je vous propose, pour ceux qui n'auraient pas, alors je pense qu'il y a le campus de Nice, mais il y a peut-être aussi d'autres campus, d'accord, c'est que je veux posterai une vidéo sur la correction de la première partie. D'accord. Euh, enfin, je recorrigerai, parce que je ne vais pas faire qu'une partie, ça va être un peu. Je recorrigerai tout ce TD, non pas en cours, puisque certains l'ont déjà vu et on ne va pas faire de la redite, mais je posterai une vidéo sur toute la correction de ce cours, d'accord, que je mettrai en complément sur NetCampus. Et ben voilà. Alors, c'est pas très compliqué, hein, il n'y a rien de très compliqué là-dessus, mais c'est sûr qu'on avait vu dans le premier cours concernant ce chapitre-là, on avait vu la différence notamment sur la partie concurrence déloyale et contrefaçon. On avait vu les différences sur ces deux problématiques. Et donc, obligatoirement, on se sert de ça dans ce qui est ici. Donc, ne vous inquiétez pas pour les campus qui n'ont pas eu la correction de la première partie du TD. D'accord. Vous me le rappelez si je l'oublie, alors je vais essayer de la faire ce week-end. Mais je ferai une vidéo complète sur la correction totale de ce TD. Et puis, ça permettra d'avoir tout le monde à niveau. Voilà pour répondre à votre problématique. Ça marche. Bon, ce qui ne vous empêche pas d'écouter la fin de la correction. Hein. Mais je referai la correction totale. D'accord. Dans tous les cas, ici, nous avons vu qu'on était plutôt sur le point de comment on va pouvoir limiter les risques de personnes qui pourraient utiliser des noms qui sont très proches. Alors évidemment, on peut pas tout prendre, d'accord. Un peu compliqué. Mais simplement se dire, voilà, peut-être que je vais pouvoir aussi réserver des noms qui sont très proches du mien, de façon au moins à limiter les possibles attaques, les possibles actions de concurrence déloyale par parasitisme. D'accord. Alors, continuons. Maintenant, on est toujours sur notre comptoir du coton qui, en plus d'être un parasite, Juste, donc, il aurait fallu qu'il protège plusieurs noms de domaine, même s'il ne les utilise pas, en fait. voilà, oui, 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 oui. Il a le droit de le faire. Bien sûr. S'ils sont pas. Imaginons, je dépose une marque, je dis n'importe quoi. Je dépose une marque Perfect Café. D'accord. Perfect Café. Ben, je vais aussi déposer peut-être la marque Perfect Coffee. Bon, tiens. Voilà. Et puis éventuellement, bon, en fonction des idées que je pourrais avoir, je vais déposer plusieurs morceaux. Ça évite que d'autres les prennent, puisque je serai détenteur de ces marques-là, et qu'à partir de là, l'INPI, s'il y avait eu une demande, la refuserait, puisque je suis déjà le propriétaire de cette marque. C'est bon? Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ce nom de domaine, compteur, s'associe à un seul terme du même architecture que celle du compteur. Bon, on a encore la contrefaçon par imitation caractérisée. Donc ça, on a un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui nous montre que voilà, que en plus, la société Solitex, qui est elle, propriétaire du comptoir du coton, et non pas du comptoir des cotonniers, a été condamnée, en plus des problématiques de parasitisme que l'on a vu plus haut, mais a été condamnée en plus
au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'action en contrefaçon, d'accord, parce qu'ils ont copié la structure du site, le comptoir des cotonniers, et que ça leur pose un petit souci. C'est une contrefaçon par imitation qui a donc été caractérisée, et la société, en plus certainement d'une sanction pénale, puisque la contrefaçon c'est du domaine du pénal et non pas du domaine du civil, comme la concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale, même si vous faites de la concurrence déloyale, tout ce que vous pouvez être condamné qu'à payer dommages et intérêts. Donc, vous ne serez jamais condamné à une peine de prison ou à une amende. Par contre, l'action en contrefaçon, il y a une action pénale. Donc, on peut condamner éventuellement à de la prison ou même simplement ici dire fermeture du site. D'accord ? On peut condamner aussi à une amende. L'amende, c'est l'État qui va la toucher, mais on peut aussi en plus, puisqu'il peut y avoir un volet civil, condamner la personne qui s'est rendue coupable de cette infraction, la condamner à au paiement de dommages et intérêts qui vient réparer un préjudice. Enfin, dernier, toujours ici, autre chose, ici, d'accord. Ça nous reprend un petit peu l'action qui avait été menée juste avant dans le hop, ça doit être le 18, mais dans l'exercice 4, hein, d'accord. Toujours ce comptoir des cotonniers qui est en grande bagarre avec la société Solitex, du fait 1 de contrefaçon, copie du site internet, et 2 de concurrence déloyale, puisque le nom de domaine étant très proche de l'autre nom de domaine, on a une action en parasitisme ici qui peut être menée et qui a certainement été menée. Et ici, la décision de la Cour d'appel, d'ailleurs, c'est la même Cour d'appel qui a rendu, donc elle a dû juger l'ensemble. 1, l'infraction liée à la contrefaçon, et 2, la condamnation civile concernant la concurrence déloyale, le parasitisme, c'est ce qu'on avait revu au-dessus. Il y a un petit peu de redite là-dessus. Voilà, si on devait faire un résumé, d'accord, si on devait faire un résumé de ce chapitre-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que la concurrence déloyale. Donc vous devez savoir qu'à titre liminaire, il faut qu'évidemment on soit sur un terrain concurrentiel, il faut que les deux entreprises soient concurrentes, et 2, connaître peut-être les 4 différentes façons de faire la concurrence déloyale, c'est-à-dire du parasitisme, c'est-à-dire l'imitation, c'est-à-dire les organisations, et c'est-à-dire du dénigrement. Voilà. Donc, aller dire que le voisin, il fait du produit de mauvaise qualité, on n'a pas le droit, sauf si c'est vrai. Sauf si vous pouvez le prouver, évidemment. Donc, là, ce n'est pas du dénigrement, mais vous dites simplement un fait avéré. Donc ça, c'est la partie concurrence déloyale. Ici, matière civile, donc dommages et intérêts. D'accord ? Bien sûr, juge civil compétent, tribunal judiciaire en l'occurrence, ou à la limite, tribunal de commerce. Concernant l'infraction de contrefaçon, d'accord ? Donc je vous rappelle, c'est vendre un produit alors que ce n'est pas le produit réel, mais en disant que c'est le vrai. D'accord ? Je vends un produit qui n'est pas de la marque Crocodile Lacoste. D'accord ? Si je dis que c'est un faux Lacoste, il n'y a pas de contrefaçon. Par contre, si je dis que c'est un vrai Lacoste, alors que c'est un faux Lacoste, si je trompe sur l'authenticité, ça, c'est la contrefaçon. Et la contrefaçon, c'est une infraction. C'est un délit, c'est une infraction. Un délit qui est donc traité par le tribunal correctionnel et qui peut amener à des peines de prison ou des amendes. Et en plus, il peut y avoir réparation du préjudice sur le terrain civil. Voilà grosso modo ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on avait dit le nom de domaine est protégé, la marque peut être protégée, mais aussi la structure des bases de données peut être protégée.
que le site Internet peut être protégé, la structure du site Internet peut être protégée, l'ergonomie peut être protégée. Donc, voilà ce qu'il faut que vous reteniez en quelques mots, d'accord, de ce chapitre. A priori, peut-être une action en concurrence déloyale, mais je vois, très honnêtement, je ne dis pas qu'il ne faut pas relire le chapitre. Très honnêtement, je vois mal un cas portant sur ce type de connaissances. Je ne vois pas comment on pourrait vous amener, parce que vous savez, hein, vos cas pratiques, globalement, on vous met dans une situation où vous êtes diététicien. D'accord ? En général, vous êtes diététicien pour un institut, vous êtes diététicien à l'hôpital, enfin voilà. Je ne vois pas comment on pourrait vous amener ce type de sujet. Mais malgré tout, voilà, je ne vous dis pas de faire l'impasse, hein, mais peut-être d'y consacrer un petit peu moins de temps. Ça marche pour tout le monde? Y a-t-il des questions sur ce sujet? Ok, si c'est bon pour tout le monde, enfin, nous avons passé, comme ça remet tout le monde à niveau. D'accord? Nous avons passé sur la partie contrat de travail, ça va nous occuper de 3 séances, hein, d'accord, en fonction de comment on avance. Et je vous disais donc en introduction que le contrat de travail, lui, par contre, est un chapitre important. D'accord? Lui est un chapitre important. Alors, en général, on connaît déjà quelques bases. D'accord? Il y a quelques idées aussi, quelques idées reçues qu'il va falloir se sortir de la tête. Mais on connaît un petit peu les bases parce que vous avez peut-être tous une expérience professionnelle et que vous avez déjà peut-être tous signé un contrat de travail et que vous avez peut-être un peu lu ce contrat et puis vu un peu ce qu'il contenait. Bon. Alors, on va regarder. Je vais changer de thème. Hop. Et voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, je vais faire ça comme ça. Je suis à vous dans 30 secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Roger qui gère une agence générale d'assurance à Melun depuis les années 2000. Il emploie 9 salariés en CDI à temps plein et 4 salariés à temps partiel. Donc, à temps partiel, c'est des salariés qui ne font pas un temps complet. On va me dire, ouais, super, monsieur, ok. Quel est l'horaire légal de travail aujourd'hui en France? Hebdomadaire, hein? 35 heures. Très bien. Ce qui nous fait 151h67 par mois, d'accord, puisque depuis longtemps, nous sommes mensualisés. Donc, quel que soit le mois que vous travaillez, que ce soit un mois de février qui est un mois en général plus court, ou le mois de octobre qui est peut-être un mois un peu plus long puisqu'il a 31 jours. A priori, il n'y a pas de jour férié pendant le mois d'octobre. Que vous travaillez au mois de février ou que vous travaillez au mois d'octobre, si vous êtes à temps complet, vous serez toujours payé 151h67. On me dit, comment on a trouvé ce chiffre? À votre avis, comment on a trouvé ce chiffre? Bon, on s'est dit, voilà, une moyenne annuelle, ouais, voilà, c'est à peu près comme ça. On s'est dit, voilà, dans une année, il y a 52 semaines. 52 semaines à 35 heures. Donc 35 fois 52 semaines, 1820 heures. Donc, sur l'année, les personnes vont travailler 1820 heures. Ensuite, on a redivisé tout ça par 12 mois et on a trouvé 151h67. C'est ce qu'on appelle la mensualisation. C'est-à-dire que tout le monde, a priori,
c'est le cas dans 90% des entreprises, tout le monde est payé 151 heures, que ce soit le mois de février ou que ce soit le mois d'octobre. Puisqu'en fait, à la fin de l'année, tout va se régulariser. Bon. Par contre, c'est vrai qu'il y a des salariés qui n'ont pas un temps complet, donc qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas 35 heures, puisque là, les horaires s'apprécient souvent à la semaine, qui ne travaillent pas 35 heures par semaine, mais qui travaillent 30 heures, 25 heures. Bon. Alors, a priori, il y a quand même un minimum. Depuis 3-4 ans, la loi, le législateur impose un minimum, je ne sais plus si c'est 22 ou 24 heures, j'ai un petit trou de mémoire. Les contrats à temps partiel ne peuvent pas être inférieurs à 22 ou 24 heures. Il me semble que c'est 24 heures. Par contre, le législateur a prévu aussi que, éventuellement, si à la demande du salarié, le contrat à temps partiel peut être inférieur à ces 24 heures. Donc, éventuellement, si vous demandez, bah, on a mis une loi, mais on a donné toutes les. Alors, dans certains contrats aussi, les contrats étudiants, d'accord, les contrats saisonniers, les contrats dans la restauration, les extras, enfin bon, voilà. On a mis une loi, on a mis un principe et beaucoup trop peu d'exceptions pour que ce soit respecté. Donc aujourd'hui, ce principe, même s'il est toujours en vigueur, puisque le contrat à temps partiel, a priori, par principe, ne peut pas être inférieur à 24 heures, il y a tellement de possibilités de déroger à ce minimum que ça n'est plus jamais appliqué, parce qu'il suffit de dire à celui que vous avez en face de vous, ben, fais-moi une lettre comme quoi tu veux que 20 heures, et puis le contrat, à la demande du salarié, sera à 20 heures. Voilà. Bon. Donc ici, lui, il a 9 salariés à temps plein, 4 salariés à temps partiel, à mi-temps, donc à la moitié du temps, a priori, depuis septembre, et il veut procéder à de nouvelles embauches. Il souhaite recruter un chargé de clientèle pour prospecter une nouvelle clientèle. Quel type de contrat doit-il proposer aux candidats? Qu'avons-nous comme possibilité? D'abord, comme type de contrat. Qu'est-ce que vous connaissez comme contrat? Donc, le CDD, donc le contrat à durée déterminée, et le CDI, le contrat à durée indéterminée. Première chose, donc on sait que le contrat de travail peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. D'accord? Et effectivement, le contrat de travail temporaire, l'intérim, un contrat spécifique, d'accord? On va un peu moins l'étudier, puisqu'il y a un peu moins de contentieux sur ce point-là, et puis surtout, ça met en place 3 parties, d'accord? L'entreprise de travail temporaire qui détient un contrat avec le salarié et qui le met à disposition d'une entreprise tiers via un contrat, tout simplement. Alors ici, si on devait se limiter à nos 2 propositions, qu'est-ce que vous conseilleriez à monsieur Roger? Est-ce que vous lui conseilleriez le CDD ou le CDI? À votre avis, si vous étiez à sa place, si vous étiez CDD, commencez par un CDD pour l'évaluer. D'accord. Ben, c'est super, parce qu'on va déjà virer une idée reçue. Le contrat de CDD. Ok, Delphine. Ok. Alors, CDI avec période d'essai, CDI avec période d'essai de 3 mois, d'accord, ok, vous me proposez plein de choses, ça marche, c'est bien. Alors par contre, sur les propositions qui ont été faites au début, alors attention, je vous parle des dispositions légales. Dans la pratique, il est clair que il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'illégalité quand elles embauchent du CDD. D'accord? Dans la pratique, les propositions, bien souvent, une entreprise va dire bon, bah, pour tester le candidat, je vais le prendre en CDD avec une promesse de CDI derrière. C'est ce qui fait beaucoup. C'est ce qui se fait beaucoup. Or, il y a un petit souci, c'est que les conditions du CDD sont spécifiques. Elles sont listées dans la loi. D'accord? Entre autres, et vous regarderez sur votre cours pour les apprendre, puisqu'il faut les apprendre. Puisque si vous tombez. Ah oui, ben, j'espère que vous seriez dans le cadre de la loi, Aude, quand même. D'accord? Alors, si vous tombez sur cette question, d'accord, et elle est tombée plusieurs fois, hein, on vous met un tableau, on vous demande s'il y a des conditions nécessaires
à la signature d'un CDD ou les conditions nécessaires à la signature d'un CDI. On a un tableau comparatif. Le CDD ne peut pas se faire pour tester un salarié, ça n'existe pas. La loi ne l'a pas prévu. La loi a prévu des conditions de recours au CDD qui sont par exemple l'augmentation de la charge de travail, temporaire, qui sont aussi pour le remplacement d'un salarié malade, qui sont aussi dans le cadre de travail ou d'emploi saisonnier. Donc, vous voyez par exemple trois des conditions qui sont prévues par la loi, mais il n'a jamais été prévu qu'on puisse utiliser le CDD comme une sorte de test ou de période d'appréciation professionnelle. Mais pourquoi faire ça alors qu'il y a une période d'essai? Voilà, surtout que la possibilité de tester une personne, on l'a. On l'a et on l'a mieux d'ailleurs. Parce que imaginons que, c'est vraiment imaginons que vous décidiez de conclure un contrat CDD de 2 mois ou de 3 mois, par exemple. Vous vous dites, bon voilà, à M. Roger, je vais lui proposer la chose suivante. Je vais lui dire, prenez un contrat CDD pendant 3 mois. S'il ne fait pas l'affaire, vous le virez. Sauf que dans ce cas-là, vous êtes obligé au minimum de le garder 3 mois. Parce que la période d'essai, elle sera tellement courte pour 3 mois que vous n'aurez pas le temps d'apprécier si la personne fait l'affaire. Et si au bout de 2 mois, vous vous apercevez que le gars, il ne fait pas l'affaire, bah vous serez obligé de le garder jusqu'au 3e mois. Alors que si vous aviez construit un contrat CDI, la période d'essai étant beaucoup plus longue, d'accord, ici elle va pouvoir être éventuellement de 2 à 4 mois ou 6 mois en fonction du poste, on verra en détail, mais elle peut même être renouvelée, d'accord. Donc on peut avoir des périodes d'essai qui vont jusqu'à 4 mois. Pendant les 4 mois, vous pouvez le licencier sans avoir justifié du motif de licenciement et en passant par une procédure allégée. Donc, l'idée de se dire le CDD permet d'avoir un test sur la capacité professionnelle est une mauvaise idée. Une mauvaise idée d'abord parce que si le mec il est mauvais, je devrais quand même le garder jusqu'au bout du CDD. Je ne pourrais pas m'en séparer avant. D'accord. Alors que le CDI me permet. Est-ce que l'entreprise peut licencier avant la période d'essai? Bien sûr que la période d'essai, c'est la période de test de la capacité professionnelle. D'accord. On va revenir après sur cette période d'essai, bien la définir, puisque elle fait l'objet aussi d'un vrai contentieux. D'un vrai contentieux. Donc ici, si on veut répondre strictement à la question, monsieur Roger doit plutôt prendre, est-ce qu'on va aborder la notion de vacation? On pourra l'aborder, ça n'est pas un contrat de travail, d'accord? Ça tombe bien, je viens d'être embauché, super. Ben, vous regarderez votre contrat s'il comporte une période d'essai, puis vous pourrez nous en parler. Tiens. Donc, je reviens sur mon cas ici. Ici, ce qu'il faut faire, c'est que monsieur, puisqu'on n'est pas dans les cas, on n'est dans aucun des cas de recours au CDD, il ne peut pas normalement prendre un CDD. D'accord. A priori, il ne peut pas, puisqu'il ne répond pas aux conditions de recours au CDD. Il n'a pas un pic d'activité momentané, il ne remplace pas un salarié malade, il n'est pas dans le cadre, par exemple, d'un travail saisonnier, ou d'un travail, d'un travail saisonnier. D'accord. Donc, il n'est pas dans le cadre d'une formation d'un salarié. Donc, a priori, le CDD, il ne peut pas y prétendre puisqu'il ne remplit pas les conditions de recours. Par contre, on peut lui conseiller d'embaucher en CDI avec une période d'essai, par exemple, de 4 mois, renouvelable. Alors, la durée de la période d'essai, on ne va pas trop y prêter attention aujourd'hui ou à ce moment-là, puisqu'il y a des durées bien spécifiques. Et que, voilà, pendant toute cette période d'essai, quelle que soit sa durée, éventuellement, si la personne ne fait pas l'affaire, il pourra procéder à une rupture du contrat. Ce n'est pas un licenciement, c'est une rupture. D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous? Le piège ici, c'était de tomber dans le CDD. Mais souvenez-vous, le CDD, il y a des conditions de recours. Et c'est ça qu'on attend de vous. Même si dans la réalité, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, même si dans la réalité, 90% des CDD sont signés comme test. Mais c'est une connerie. C'est une connerie. Parce que vous prenez le mec 3 mois, vous l'avez 3 mois. Et au 2e mois, vous ne pouvez pas le licencier. C'est mort.
Il faudra vraiment que ça soit qu'il ait fait commis une faute grave ou que ce soit impossible de le garder. Alors, regardons un petit peu ce qui est dit sur le cas pratique numéro 2. Donc, M. Roger, finalement, a embauché M. B en tant que chargé de clientèle au mois d'octobre. Et on a ici deux clauses qui nous sont soumises. D'abord, une première clause qui est une clause qu'on appelle de mobilité et une deuxième clause qui est une clause de non-concurrence. Alors, d'abord, sur ces clauses, elles ne sont pas obligatoires. D'accord ? Elles ne peuvent être, elles ne se préjugent, elles ne se présument pas, pardon, donc elles ne peuvent être éventuellement appliquées que si elles figurent au contrat. Je pense notamment à la clause de mobilité. Si un salarié, quels sont les éléments obligatoires dans un contrat de travail? D'abord, est-ce que le contrat est obligatoirement un contrat écrit? Est-ce que c'est une obligation? Bon. Effectivement, le CDI, hein, uniquement le CDI, aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui le rende obligatoire. Peut-être à part certaines conventions collectives, mais dans tous les cas, aucun texte ne le rend obligatoire. Bon, dans la réalité, encore une fois, l'écrit est bien souvent mis en place tout simplement pour les problèmes de preuve, pour les problèmes de fixation du salaire, pour les problèmes de fixation du poste, du lieu de travail, etc. etc. Donc, effectivement, oui, la loi n'impose pas à ce que le contrat CDI soit écrit, mais en réalité, bien souvent, c'est intéressant de passer par un écrit, au moins en matière probatoire. Par contre, le CDD, lui, est obligatoirement écrit. Obligatoirement écrit. D'accord? Imaginons que j'emploie, alors qui je vais prendre, Ophélie. J'ai besoin d'une collaboratrice pendant 2 mois. Donc, je propose à Ophélie, parce que j'ai un surcroît d'activité, je propose à Ophélie un contrat de travail à durée déterminée, donc un CDD, pour un salaire de, je ne sais pas moi, on va dire 1800 euros par mois. D'accord? Et voilà. Et je ne lui fais pas signer de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette situation-là? Donc, normalement, la loi m'impose de lui avoir fait signer un contrat. Ben, tout simplement, on va déduire de cette situation qu'elle est en CDI. Elle est en CDI, tout simplement. Il y a une relation de travail, d'accord? Elle vient, je ne sais pas, moi j'ai un cabinet, elle vient au cabinet, on l'a vu, il n'y a pas de problème de preuve, d'accord? Quant au travail qu'elle fournit, aucun problème de preuve, d'accord? On a eu des échanges de mails, voilà, c'est pas très compliqué de prouver que j'étais bien au service, dans une relation de contrat de travail avec un lien de subordination au service donc, de M. Brassard. Dans ce cas-là, la relation de travail est prouvée. Maintenant, problème, le contrat. Bah, comme il n'y a pas de contrat écrit, la seule possibilité, bah, ça sera qu'elle est en CDI. Voilà. Sans période d'essai, puisqu'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de période d'essai. Hein. Pas de contrat, pas de période d'essai. Je vous donne la main tout de suite après, Quentin. Pas de période d'essai inscrite dans le contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat, donc pas de période d'essai. Donc elle est en CDI, elle est tranquille. Voilà. Et si je veux m'en séparer, il faudra passer par une procédure de licenciement, avec tout ce qui va bien. Quentin, allez-y, je vous écoute, si vous avez une demande. Juste si il y a un contrôle, il y a un contrôle dans l'entreprise et qui vérifie les contrats ou quoi que ce soit, comment on fait pour prouver qu'il y a bien un contrat et qu'elle n'est pas au black ou... Alors, ce n'est pas le contrat qui définit que le salarié soit bien déclaré, que l'employeur a satisfait à ses obligations de déclaration. L'employeur, là, on a, ce n'est pas les fiches de paye non plus, une idée? Un employeur, quelle obligation il a au moment où il va faire entrer en fonction une personne? Bah, lui, il doit payer des charges, il doit payer des impôts, mais c'est pas ça. Hein. Déclaration, exactement. D'accord. Il doit faire une déclaration d'embauche.
donc on l'appelle la déclaration préalable à l'embauche, le DPAE. Il est obligé alors c'est auprès de l'URSSAF. Hein. Alors aujourd'hui, tous les employeurs utilisent Internet. Il va sur son compte URSSAF, l'URSSAF qui collecte les cotisations, mais qui collecte aussi la déclaration des salariés. Et donc il va sur son compte, il va indiquer le nom, le prénom, la date d'embauche, et le numéro de sécurité sociale, tout simplement, d'Ophélie. Comme ça, elle sera enregistrée comme étant salariée de M. Tartampion. Tout le reste, en cas de contrôle, on regardera, est-ce qu'il a bien payé ses cotisations? Les contrôleurs de l'URSSAF viendront éventuellement voir s'il paye bien ses cotisations, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce ne sera pas du black, puisqu'elle est déclarée. Soit après, s'il ne paye pas les cotisations, c'est que simplement, c'est un mauvais payeur et l'URSSAF lui réclamera les cotisations. Hein. D'accord. S'il n'y a pas de contrat de travail, en cas de conflit entre le salarié et l'employeur, on se basera comme si on était en présence d'un CDI. D'accord. Donc vraiment, ce contrat de travail, il établit les obligations, les devoirs et les obligations de l'employeur et de l'employé. D'accord. Alors, par contre, juste une petite chose, s'il vous plaît, ne me dites pas patron dans vos copies. Je sais, c'est du langage courant. En général, vous travaillez pour un patron. Parlez-moi d'employeur. Il y a un petit côté péjoratif. Peut-être que vous ne l'employez pas dans ce sens-là, mais il y a quand même un petit côté péjoratif à mettre sur sa copie patron. Je l'ai vu en deuxième année. Il y a eu un thème au BTS Blanc au mois de janvier qui était sur le contrat de travail, avec justement la différence entre un CDI et un CDD. Et j'ai une élève, pas de 50 000, une ou un élève, je ne sais plus, qui m'a indiqué, oui, le patron peut faire ça, le salarié. Non, il y a un employeur, un salarié. D'accord. Ça sera quand même beaucoup plus agréable à lire que patron. Alors, ici, a priori, donc, le contrat est écrit. D'accord. Alors, on ne sait pas si effectivement c'est un CDD ou un CDI, mais pour l'analyse des clauses, ça n'est pas très important. On a deux clauses qui ont été insérées au contrat. Je vous rappelle que le contrat, c'est un contrat de gré à gré. Ça veut dire quoi, un contrat de gré à gré dans la typologie des contrats? On l'oppose à quoi, un contrat de gré à gré? Voilà, un contrat dont les clauses sont discutées, d'un commun accord, de gré à gré. Donc les clauses peuvent être discutées, elles ne sont pas imposées à l'une par l'autre. Alors même si souvent l'employeur, vous ne discutez pas des clauses du contrat avec votre employeur, mais n'empêche qu'elles peuvent être discutables. Quand vous signez un contrat avec SFR pour une ligne téléphonique, vous n'allez pas discuter avec SFR du contenu contractuel. Ce type de contrat s'appelle comment? Un contrat dont on ne peut pas discuter des clauses. Ça s'appelle un contrat d'adhésion. Un contrat par lequel on ne peut pas discuter des clauses, c'est un contrat d'adhésion, alors qu'un contrat qui pourrait être soumis à la négociation des parties, c'est un contrat de gré à gré. Alors ici, on a deux clauses qui ont été insérées dans le contrat. D'abord, une clause de mobilité. Donc, on nous indique que le salarié s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation que celle mentionnée à son contrat, suivant les nécessités de l'entreprise, en tout lieu où l'entreprise exerce ou exercera son activité, et ce, sans indemnité. Wow. En outre, la mutation peut éventuellement impliquer des changements d'horaire que le salarié s'engage à respecter. Donc, la clause de mobilité, c'est la clause qui permet à l'employeur de muter un salarié dans un autre site. Alors, cette clause, vous comprenez bien que quand elle est mise dans un contrat, elle est plutôt pas forcément avantageuse pour le salarié, puisque le salarié, je vous rappelle, un des 5 éléments nécessaires dans le contrat, c'est le poste pour lequel le salarié a été recruté, l'horaire, alors pas les horaires, mais l'horaire global, le volume horaire pour lequel il a été recruté, le salaire, le lieu de travail et bien sûr l'identité des parties. Il faut absolument qu'on ait ces 5 clauses-là
c'est les clauses minimum. D'accord. Jamais oublié, les parties, ça ne fait pas partie. Je vous ai dit l'horaire, le poste et les fonctions, le salaire, le lieu et l'entreprise. Oui, voilà. Donc voilà ces 5 clauses. Ici, on va pouvoir déroger à une des choses importantes dans un contrat, c'est-à-dire le lieu où le salarié va travailler. A priori, il est affecté à un lieu de travail et il va ici pouvoir être muté. Alors, est-ce que cette clause vous pose des soucis? Et quels sont les soucis qu'elle vous pose en l'occurrence? Rapport à la vie de famille, effectivement, d'accord, j'ai vu des choses plutôt sympas, je vais juste relire ce que vous avez noté. Alors, rapport à la vie, on ne connaît pas les lieux de la rupture, les plus brefs délais, peu de temps pour se retourner, effectivement. D'accord, Ophélie, d'accord, Aude. Voilà, alors, la première chose, le temps de transport. Le temps de transport moyen, hein, je vais dire, mademoiselle. La première chose, c'est que la mutation ne peut être envisagée que pour les besoins de l'entreprise, que s'il y a vraiment une nécessité. Alors, a priori, ici, cette condition est respectée. La mutation ne peut pas servir, par exemple, de sanction. D'accord. On voit, toi, tu m'embêtes. Voilà, effectivement, aussi, la zone peut être limitée. D'accord. On ne peut pas dire que tu peux être muté partout dans le monde. D'accord. Donc, première chose, d'abord, la mutation ne peut intervenir que pour les besoins, la nécessité de l'entreprise. Ce qui est le cas ici. Donc, on n'a pas trop de problème concernant la nécessité puisqu'il s'est établi. D'accord. Ensuite, il va falloir laisser du temps aux salariés de façon à s'organiser. Ça va permettre de respecter sa vie de famille aussi. D'accord. Ça va permettre de respecter le fait que si ses enfants sont scolarisés et qu'on est au mois de février, ben, ça va être compliqué de retrouver une école s'il est muté un peu plus loin. Donc, il va falloir organiser ou prévenir notre salarié de façon à ce que lui puisse s'organiser. Et donc ici, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on lui dit qu'il devra répondre dans les plus brefs délais à une affectation sur un autre lieu. Donc la clause, déjà à ce niveau-là, elle ne fonctionne pas. D'accord. Ensuite, la modification, la mutation ne peut pas modifier un des éléments essentiels du contrat. L'élément essentiel du contrat, c'est, je vous l'ai dit, le poste, la rémunération, les horaires. Alors, les horaires ne sont pas un élément essentiel. Le volume horaire. Les horaires sont un des éléments essentiels. Non, ne sont pas un des éléments essentiels. C'est-à-dire que il se peut ici que si voilà, il faut qu'on respecte ces 35 heures. Voilà, j'étais en train de lire les commentaires que vous donniez, il faut qu'on respecte ces 35 heures. On ne peut pas lui dire bah, vous serez muté là-bas et vous ne ferez plus que 30 heures. D'accord. Sauf si on paye 35, hein. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci, mais effectivement, ça m'étonnerait. Mais par contre, les horaires ne sont pas un élément essentiel. On verra quand on fera les modifications du contrat de travail. Je ne pense pas qu'on le fasse cette année, mais on verra que les horaires, dans certaines conditions, peuvent être imposés. Si vous faites 8h midi et je ne sais pas moi, 13h, 16h, et que je vous dis bah, à partir de demain, on vous ferait 8h30, midi 30 et 13h30, 17h, c'est dans mon pouvoir. J'ai le droit de vous imposer ça. Par contre, je ne pourrais pas vous imposer une modification qui entraîne des soucis d'adaptation pour la vie de famille, etc. Je dois prendre en compte quand même le respect de votre vie privée. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous imposer des horaires 8h, 15h et 18h, 22h. Bon, ça, ce n'est pas possible comme changement par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Donc,
Ensuite, on avait dit, hein, il faut que la zone soit limitée. Ici, la zone n'est pas limitée, puisqu'on vous dit que vous pourrez être muté n'importe où. Donc, on voit qu'il y a beaucoup des conditions de la clause de mobilité qui ne sont pas respectées. Le délai nécessaire, la limitation géographique. Voilà, on a au moins ces deux choses. Le fait que ce soit essentiel et nécessaire pour l'entreprise, c'est bien respecté, puisqu'on le dit. Et le fait de changer les horaires, a priori, ce n'est pas un changement d'une partie importante du contrat. On appelle un élément d'un élément essentiel ou substantiel du contrat. Ça devrait pouvoir passer à condition que les horaires ne subissent pas un changement qui affecte la vie privée. Ça marche pour vous? Vous voyez, c'est super intéressant hein, parce que vous serez confronté à ça dans votre vie future, confronté à la rédaction ou la signature de contrat. Alors, je ne sais pas qui veut venir ici. Alors, je pense que la personne qui vient d'arriver, hop, je vais les refuser. Alors, on va terminer là parce que les autres sont déjà en train d'arriver. D'accord? S'il n'y a pas de questions. Et puis, on se retrouve pour notre prochain cours et on continuera ça. Essayez de vous mettre un petit peu à la page avec votre cours et on continuera donc ce chapitre-là. Ça marche pour tout le monde? Allez, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à la prochaine.